derrière le monde infini qui est l'esprit de l'homme. Parmi les étoiles qui couvrent le ciel, dans le profil usé des vieilles pierres, il y a des vérités cachées. Une autre réalité que nous voyons à peine. Bonne nuit. Le thème des ovnis est vraiment un problème déroutant. Nous disons de nouvelles choses, parfois nouvelles pour quelques connaissances, pour certains moins. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui nous contemplent avec un sourire de supériorité. Et je ne veux pas dire les sceptiques, je veux dire ceux qui sont vraiment conscients, ceux qui connaissent la vérité. Une vérité que ni vous ni moi ne connaissons parce que vous ne l'avez pas mis à notre portée. J'irai plus loin. J'oserais vous dire que nous faisons l'objet d'une grande moquerie autour de ce problème. Informations possibles, même les réquisitions et parfois volées de façon flagrante. Toutes ces informations sont archivées avec l'épigraphe du haut secret. Et ce n'est pas gênant pour plus tard, sans un sommaire rougissant, disons tranquillement dans leur rapport que les ovnis n'existent pas, que nous devons cesser de nous en soucier. Je voudrais vous avertir que nous n'entrerions pas dans le jeu. Les choses ne sont vraiment pas comme ça. Il faut avec une gravité absolue, il faut avec une rigueur excessive. Parfois, on pense que ce problème peut influencer des organisations telles que la défense de chaque gouvernement et il est pratiquement impossible d'y arriver. Il y aura un moment, peut-être, que des gens comme vous et comme je pourraient accéder à ce qui est maintenant. Pour le moment, il est considéré comme un secret élevé et ne peut donc pas être diffusé. Ne faites pas attention à des rapports tels que ceux que nous allons maintenant commenter tout au long de ce programme. Ne saisissez pas dans le jeu, car ces rapports sont vraiment un rideau de fumée. Il peut être préférable de commencer à faire une visite de l'histoire actuelle des ovnis pour mieux comprendre ce problème. Il y a une date qui est déjà classique pour les chercheurs du sujet. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold, un pilote civil, un homme d'affaires, a volé avec son avion sur le mont Rainier à Washington. Il a participé volontairement à la recherche d'un avion de transport manquant. Soudain, 9 objets ont volé d'affilée à environ 2000 km/h, comme le dirait Arnold lui-même. Chacun d'eux mesurait environ 35 mètres de diamètre. Il les a décrits comme des plats étranges faisant allusion à leur forme, et ce terme, malheureusement, est devenu populaire. Arnold était une personne connue, avec une excellente réputation et personne ne doutait sa parole. Quels sont les moments ou ceux dans lesquels la parole d'un homme suffisait à rendre une histoire plausible? Les journaux ont pris soin de l'affaire et depuis lors, ils n'ont pas cessé de le faire. Il y a une autre raison très puissante pour le début de cette histoire, le début du mythe ovni, pour émerger, puissant, fort et capter l'attention du public. Quelques mois plus tard, le témoignage d'Arnold, un événement dramatique a eu lieu, l'affaire Tablel so appelée, que la plupart d'entre vous le sauront. C'était la première agression où la défense par un ovni et Tablel a été la première victime. The Madisonville Place dans le Kentucky. La date? Le 7 janvier 1948. L'heure 14h45. Thomas Tanciel, capitaine aux commandes d'une équipe Mustang F-51, a été informé qu'un ovni avait été vu survolant l'aéroport militaire de Gottman et avait reçu un ordre très simple. Intercepter ou voler suffisamment pour observer ses caractéristiques et ses dimensions. Mantell à la tête de son équipe, l'a vu et a entrepris la persécution entre lui et le colonel Guiche, commandant de terrain. Quelques phrases ont été traversées qui sont déjà à part entière dans l'histoire du thème ovni. Je le vois. Il semble métal. Je suis sous la même chose. C'est énorme. Et il vole à la même vitesse que moi. Ou un peu plus, je me soulève à 7000 mètres. Mon Dieu. Je vois des gens à l'intérieur. Je le suive. Il ne peut pas augmenter de plus de 15 000 mètres. Mais l'objet monte de plus en plus. Bien. Si je ne peux pas le joindre, j'abandonnerai la persécution. Heure 15h30. Tout contact avec le capitaine Mantell a été définitivement perdu. Le lendemain, les restes de l'appareil désintégré se feraient à 130 km de la base. Le rapport officiel. Je dirais que Mantell est décédé lorsque son appareil se désintégrera pour chasser la planète Vénus. N'oubliez pas cela. Nous en discuterons. N'oubliez pas que Tablel poursuivait d'essayer d'intercepter cet appareil parce que vous avez reçu l'ordre après avoir vu cet objet voler sur une base militaire. N'oublions pas l'action. N'oublions pas qu'il y a un mouvement qui a poursuivi un objet et qu'à un moment donné, a même dit de voir des gens de cet appareil. Cette confusion, cette tentative de déformer la vérité, a une raison d'être. Déjà, lorsque l'événement Tablel a eu lieu, une commission officielle aux États-Unis opérait déjà pour étudier cette question.
Il a été fondé le 30 décembre 1947 par ordre de James Forrestal, qui était à l'époque le secrétaire à la Défense des États-Unis. Cette commission qui a lancé son travail pour étudier cette question, qui a été la première, s'appelait le signe de la commission. En juillet 1948, un rapport définitif a été soulevé dans lequel les ovnis ont été atteints que les ovnis étaient des véhicules interplanétaires. Ce rapport a été jeté dans le panier des ordures par le chef de l'époque de l'état-major Vandenberg, qui ne croyait pas en ces bêtises. Tout à fait le contraire. Dès que ce rapport a été achevé ou conclu, un nouveau projet a été créé, une nouvelle commission, la Grudge Commission, dont la mission était de discréditer toute observation sur les ovnis. Cette commission a clôturé ses fonctions à la fin de 1949. Un rapport de 600 pages est resté. Ce rapport était la deuxième grande moquerie que le gouvernement américain a dirigée vers le public. Dans ce rapport a été étudié, des milliers de témoignages, des milliers de photographies, ont été analysés de manière exhaustive. Beaucoup d'entre eux étaient évidemment une erreur, lorsqu'ils ne sont pas malveillants, beaucoup d'entre eux. À partir de ces photographies, beaucoup de ces témoignages correspondaient à la planète Vénus, pour sonder des ballons, aux phénomènes atmosphériques, des boules de plasma. Mais il y avait 23% des cas dans ce rapport dans lequel cette erreur, a dû être rejetée. Il y avait 23% des cas dans lesquels il n'y avait pas plus d'explication que ces objets observés ou photographiés étaient des ovnis authentiques. Malgré ces 23%, le rapport a conclu que les ovnis n'existaient pas. Est-ce vraiment incroyable, comment presque un quart de ces rapports se camouflent-ils, ignorés? Et bien qu'il soit clair que ce n'était aucun des objets qui induisent l'erreur. En dépit de tout cela, dire que 23% n'avaient pas d'importance c'est que les ovnis n'avaient pas existé. La même chose s'est produite avec le célèbre livre bleu. La dernière commission qui a rempli ses fonctions le 17 décembre 1969. La conclusion était nette et définitive, si définitive qu'elle est absurde par le gouvernement américain. De même, selon cette commission, les soucoupes volantes, les ovnis n'existaient pas. C'est l'information officielle, l'authentique, la vraie, n'est-ce pas? Dans les dossiers avec la tête de High Secret, une série de témoignages sont collectés, une série de rapports que nous ne saurons probablement jamais. La CIA est intervenue activement et continuellement dans tous ces projets. Des dispositions au FR 202 et JANAP 146 ont fourni jusqu'à $10 000 d'amende et 10 ans d'isolement à tout membre de la Blue Book Commission. Si cela a fourni des rapports aux personnes ou aux médias civils. Mais ce contrôle gouvernemental sur la question des ovnis n'est pas privé aux États-Unis. Il peut être étendu à tous les autres pays. Par exemple, ici en Espagne, les pilotes civils ont des ordres à cet égard. Eh bien, avant que je ne sache pas maintenant si je continuerai à faire quand il y avait un objet non identifié qui ne pouvait pas être confondu avec un avion ou avec un ballon de sonde. Il y avait une obligation d'informer dans l'armée envers son patron supérieur immédiat ou aussi dans le cas de l'aviation civile. Dans le rapport qui a été réalisé quotidiennement, il y avait un institut qui était le Smithsonian Institute. Il me semble que cela s'appelle qu'aux États-Unis, qui a pris note des objets non identifiés qui ont volé et de la vitesse relative qu'ils avaient, ce qui devait être dit dans un cas, ce que les pilotes et le personnel technique de l'aéroport ont totalement interdit est de filtrer, de fournir des informations aux médias publics, par exemple, des contrôleurs de vol et de tomber dans cette faute. S'ils fournissent des données qui ne devraient pas être connues du public, elles sont punies ou vertes. C'est totalement vrai. Les choses se compliquent vraiment pour ceux qui étudient le sujet. Pour ceux qui étudient le sujet d'OVNI. D'une part, les informations les plus véridiques, les plus graves, qui peuvent fournir des pilotes contrôlant les vols, le personnel de l'aéroport. Vraiment les experts sont principalement kidnappés par les autorités compétentes et ne transcendent pas le public. Vos rapports ne nous parviennent pas. De plus, si nous ajoutons que de nombreux rapports des témoignages qui circulent à ce sujet sont faux, les choses sont encore plus compliquées. Il est difficile d'établir pourquoi les gens se trouvent autour d'un sujet comme celui-ci. Certains le font pour attirer l'attention, pour apparaître dans les médias, d'autres à but lucratif. Des entreprises authentiques sont montées sur cette question, en particulier aux États-Unis. Il y a d'autres personnes qui le font avec un sens de l'humour que je n'hésiterai pas à appeler vraiment pathologique. Mais si nous laissons les témoignages verbaux et que nous faisons confiance aux témoignages graphiques et prenons en compte les photographies si abondantes, à ce sujet,
nous trouverons que beaucoup ou au moins une partie de ce matériel graphique est également fausse. Parce qu'une photographie est susceptible d'être trucada, d'être préparée très facilement. Rendez-vous, par exemple, cette photographie est l'une des nombreuses qui y circulent. Ce peut plutôt être l'un des nombreux qui y circulent. Il semble clairement un ovni sur un ciel clair. En arrière-plan, il y a des bâtiments. Cela pourrait arriver comme une autre photographie. Je pourrais continuer authentique. Si je ne vous explique pas que cette photo a été prise de cette façon. Comme vous pouvez l'apprécier, un drap en plastique ou en verre a été élargi dans lequel un ovni détenu par 2 personnes avec le ciel a été attiré par le fond, garantissant que le cadrage prend des bâtiments en dessous. Si vous êtes placé à la bonne distance, essayez de ne pas concentrer votre appareil photo. Très précisément ces photographies, plus la plus confuse, mieux c'est. Vous pouvez obtenir la photo que nous avons obtenue. Ainsi, beaucoup de ces photographies qui circulent ont été réalisées. Mais il existe d'autres méthodes encore plus simples, si vous le souhaitez, car les soucoupes volantes sont celles, les soucoupes volantes. Prenez un plat, mettez-le en l'air et photographiez. Ils l'obtiendront. Comme l'a dit Antonio Rivera, pas la photographie d'un ovni. Ils obtiendraient la photo d'un plat libéré dans les airs, mais vous pourriez le répandre comme une photo d'un ovni et de nombreuses personnes le croient si vous avez des moyens techniques efficaces à portée de main, comme cela se produit dans une station de télévision. Vous pourriez faire l'astuce faite par la radio-télévisée française en l'an 74 et cela a été largement diffusé. C'était en fait une astuce et c'était justifié parce que c'était pour eux le jour des saints innocents. Ce n'est pas bien apprécié. Il y a peu de qualité technique, car il est collecté à partir d'un autre témoignage graphique précédent. Le faisceau lumineux n'est pas bien apprécié, la lumière qui représente la soucoupe volante et qui est très facile à faire. C'est simplement une surimprime, quelque chose qui est disponible pour tout technicien de télévision. Comme nous le voyons, les témoignages graphiques ne sont pas toujours fiables au niveau des photographies, même au niveau du tournage. Mais si nous abandonnons les témoignages graphiques et prenons en compte les témoignages purement personnels, ceux qui atteignent les moyens de diffusion de manière verbale, je me demanderais comment savoir si ces témoins sont vraiment ou non? Eh bien, je pense que fondamentalement et laissant de côté l'étude du témoignage des experts, en se concentrant sur la personne, pour connaître parfaitement sa personnalité, son évolution vitale pour exclure qu'il est un mythomane, qu'il est patient. Deuxièmement, pour pouvoir démontrer votre état psychique au moment de la vision ou de l'apparence. Et au dernier endroit, pour pouvoir également exclure qu'il y a un bénéfice ou un avantage moral, dans le sujet qui prête le témoignage. Nous devons accepter que dans certaines conditions, la planète Vénus semble être confondue avec un ovni. Oui, cela peut être confus car il y a quelques heures de la journée qui sont le matin, à l'aube et l'après-midi, dans les heures du soir où une étoile ou une planète comme Vénus peut être parfaitement confuse avec un objet non identifié. De plus, même la Lune entre 2 couches de nuages peut donner un effet erroné pour un pilote ou pour tout observateur qui est à une certaine hauteur. Ce qui est clair, c'est que les astronomes et les journalistes qui ont volé à bord de la Concorde en juin 1973 pour photographier l'éclipse du Soleil, n'ont pas confondu avec la planète Vénus lorsqu'ils ont photographié cet étrange objet non identifié que vous voyez sur vos écrans. Si nous parlons du personnel expert, si nous parlons de témoignages fiables, parce que l'identité du témoin, en raison de sa profession, en raison de ses caractéristiques, c'est à prendre en compte, je considérerais que les témoins les plus appropriés seraient les astronautes eux-mêmes. Cela a été commenté à plusieurs reprises. S'il existe des conditions idéales pour une vision, pour un témoignage sur les ovnis, cette position exceptionnelle est une erreur incontestable dans ces conditions favorables. Les ovnis devraient-ils vraiment avoir des témoignages de tous ces astronautes? Y a-t-il vraiment? Il y a de la première expérience à cet égard, puisque Gagarine a entrepris son premier vol orbital, il y a des témoignages plus ou moins répandus. Je ne me souviens pas que cela est généralement pris avec un grand secret dans lequel vous parlez d'être persécuté. Même ces capsules par des objets non identifiés par des ovnis authentiques. Si nous rejoignons ces conditions favorables, le fait que ces pilotes, ces astronautes sont des experts authentiques, nous pouvons donner toute fiabilité aux photographies que nous voyons pour le moment. Par exemple, cela a été obtenu à bord du Gémeaux 12. Obtenu le 12 septembre 1966, à bord de la capsule Gémeaux 11. Il s'agit d'une extension. C'est un ensemble de lumière, un ensemble d'objets légers qui ne sont pas très clairs.
Encore plus déroutant est cet autre obtenu à bord de la capsule Apollo 11 le 16 juin 1969. Ces photographies, bien que la NASA n'ait pas parlé très favorablement et ait été forcée par la pression exercée par les médias pour les répandre, ils sont vraiment l'un des témoignages les plus clairs et les plus clairs. Il est, par exemple, obtenu pendant le vol des Gémeaux 12. Selon les experts de la NASA, cela pourrait être le reflet de l'un des éléments que la capsule avait produit du reflet du Soleil sur lui. Bien qu'il y aura toujours des témoins et qu'il y aura des témoignages qui resteront dans l'énigme, des témoins et des témoignages apparemment fiables pour certains, douteux pour d'autres, qui ont été étudiés avec un réel intérêt, comme le mariage de Gilles. Ce mariage dont vous vous souviendrez, je suis sûr, beaucoup d'entre vous le savent, ont été persécutés et capturés plus tard par l'équipage d'un OVNI, emmenés à l'intérieur de l'appareil et soumis à une série d'études, reconnaissance, analyse. Il semble clair que pour avoir une meilleure connaissance de nous, les humains, et ensuite remettre ce mariage Gilles sur leur voiture et abandonner ce mariage Gilles là-bas. 2 heures qui n'existaient pas, 2 heures de ceux qui ne gardaient pas la mémoire. Ce problème a été réalisé depuis un certain temps pour se produire par un psychiatre expert et par sophrose, par une hypnose profonde, il pouvait reconstruire ce qui s'était passé pendant ces 2 heures. Beaucoup a été écrit sur ce sujet et il y a un livre qui a atteint une grande diffusion dans laquelle il est parfaitement décrit. Cependant, l'étude qui a été bien faite, vraiment bien faite. Même ainsi, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer que les choses ne sont pas très claires. Mais beaucoup plus déroutant concerne encore l'un des témoins. L'un des protagonistes typiques du phénomène d'OVNI. Je fais référence à Adamski, l'astronome amateur Adamski, qui est presque le picaresque du thème d'OVNI. Adamski, qui a été l'un de ceux qui ont le plus contribué à donner à ce phénomène. À cela, à ce thème des OVNI, un personnage du mythe. C'était un astronome amateur qui avait un restaurant au pied du mont Palomar. Comme vous vous en souvenez, l'un des observatoires astronomiques les plus importants aux États-Unis avait 2 télescopes, 6 pouces et un autre de 15, à laquelle une caméra avait attaché. Le temps passait en suivant le ciel et a ainsi réussi à photographier des dizaines d'OVNI. Celui que vous voyez était l'un des plus impressionnants. En fait, si nous devons être honnêtes, nous devons avouer que cet OVNI a une apparence étrange, quelque peu suspecte. Il semble tiré d'un roman de Julio Verne. C'est une autre photographie du même objet. Mais non seulement a photographié ces appareils, mais, selon lui, il a parlé avec l'équipage qu'il a décrit plus ou moins comme il apparaît dans ce dessin. Même selon Adamski lui-même, il a été invité à plus d'une occasion pour faire le tour du ciel pour visiter les planètes, quelque chose de trop fantastique pour être cru. Maintenant, vous verrez une série de photographies de plusieurs des dizaines de photographies qu'il a obtenues dans un célèbre. Un livre typique d'Adamski. Flying Cigar a publié des livres, a donné des conférences et a transmis le message des Vénusiens parce que, selon lui, ces étrangers avec lesquels il a établi des contacts étaient des Vénusiens. Il y en avait d'autres, la plupart, qui ne croyaient rien. Pour nous, comme je l'ai déjà dit, cela semble trop de science-fiction. Nous ne croyons pas presque rien, mais nous avons sûrement tort. Je dis que nous nous trompons parce que peu de temps. Environ 2 ans plus tard, un événement a eu lieu qui a jeté toute la théorie des détracteurs. 2 enfants anglais, âgés de 13 et 8 ans, ont respectivement photographié cet objet au chômage dans leur pays. Puisque la caméra n'était pas préparée à la distance. De plus, c'était un appareil photo non très bon, mais toujours cette photographie, cet objet, a jeté plus de bois de chauffage, a créé beaucoup plus de problèmes car en faisant une projection orthogonale de cette photographie et l'objet de la photographie d'Adamski, il était clair qu'il s'agissait du même type de véhicule. Du même appareil. C'est-à-dire ce qu'Adamski a photographié 2 ans avant ses enfants était le même objet. Il y a au moins qu'Adamski ne mentait pas. 65 objets similaires ont été observés en Andorre et également en Finlande. S'il est vrai qu'Adamski a déclenché lorsqu'il parlait de cette question, ce qui semble clair est que, en ce qui concerne la photographie de son célèbre OVNI, le plus divulgué n'a pas vraiment menti. La confirmation de ses enfants. Sans aucun doute. Problème très déroutant, très difficile à interpréter. East Adamski. Dans quelle mesure parlait-il de la vérité? Jusqu'à quel point? Son fantasme a-t-il volé? Il était probablement un homme bien intentionné qui a profité d'une série d'événements réels, de faits authentiques, puis de construire toute une théorie,
Tout comme cela se produit dans la réalité à ce moment avec d'autres ambassadeurs présumés des extraterrestres. Adamski. Comme je l'ai dit, il a probablement profité de ces témoignages authentiques pour pouvoir essayer, plutôt, pour influencer parmi ses contemporains, en ce sens qu'ils abandonnent les guerres, que les expériences atomiques abandonnées. Nous ne saurons jamais vraiment si les extraterrestres lui ont fait messager ou non, mais c'est tellement de science-fiction. Tout ce qu'il dit est difficile à croire et si beau. Quoi qu'il en soit, malgré sa discrédité, bien qu'il soit insulté par les journaux, par les médias, Adamski a sans aucun doute fourni des services très importants au gouvernement américain. Quelque chose de plus de tout ce qui a transcendé la presse est venu par ses mains aux agences compétentes de cette époque, car Adamski, à sa mort, a été enterré au cimetière d'Arlington, ce cimetière qui aux États-Unis est réservé aux hommes publics, aux personnes qui ont fourni d'excellents services à la patrie, comme dans cette affaire dans ces images. Voyez-vous? C'est arrivé avec feu le président Kennedy. Que s'est-il vraiment passé avec Adamski? Il reste secret, probablement dans les archives d'un département spécial du gouvernement américain. Nous ne connaîtrons jamais la vérité. Peut-être, comme nous ne connaissons peut-être jamais la vérité du sujet OVNI.